Bienvenue au Geek News de Puffcorn. On n'a pas fait de Geek News la semaine passée en raison d'un petit déménagement. En fait, quand on déménage le 26 mars, donc on est un petit peu dans le rush pour les boîtes et tout ce qui se passe. Mais on va ramener les Geek News à tous les vendredis comme d'habitude à partir de la semaine prochaine. Donc pour cette semaine, effectivement, il va y avoir un Geek News. La semaine prochaine aussi, ça va revenir, inquiétez-vous pas avec ça. Donc, en ayant manqué une semaine, il y a énormément de nouvelles auxquelles je voulais jaser aujourd'hui, en fin de compte. Donc, on va s'attaquer à ça immédiatement. Il y a une rumeur sur Internet qui circule comme quoi que le film Beetlejuice 2 serait confirmé par Tim Burton et par le studio Warner Brothers. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas confirmé du tout par Tim Burton, Warner Brothers non plus. Oui, le film Beetlejuice 2 est en développement, on est en train de développer un script, on est en train de parler aux acteurs pour un éventuel retour dans le sequel, le nouvel opus de Beetlejuice. On parle ici de Winona Ryder puis Michael Keaton. Mais ce n'est pas confirmé. Tim Burton n'a jamais dit que le film était greenlit, qu'on appelle, ce qui veut dire un go sur le projet. Warner Brothers non plus ne le confirme pas. C'est en développement. On a plusieurs idées. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur différentes versions du script. Je pourrais dire juste pas mal une ébauche de script rapidement pour voir ce que l'histoire aurait de l'air. Mais il n'y a rien de concret qui est fait à date chez Warner Brothers pour le film Beetlejuice 2. Bien sûr, c'est en développement. Puis les acteurs serait prêt à revenir. Ça fait plusieurs années que Michael Keaton dit qu'il voudrait bien revisiter le rôle de Beetlejuice, qui serait intéressé à le faire. Winona Ryder aussi a avoué plusieurs fois que son personnage dans Beetlejuice, elle serait prête à revenir pour approfondir un peu plus le personnage. Du côté de Tim Burton, il a avoué qu'il aimerait ça visiter un peu l'état d'esprit du personnage de Winona Ryder, parce que dans le film Beetlejuice 1, bien sûr, c'est une adolescente qui essaie de se trouver, puis Tim Burton aimerait ça visiter le film avec le même personnage, mais un peu plus tard dans sa vie avec des enfants, puis voir comment le personnage réagirait avec la revenue de Beetlejuice dans sa vie après avoir eu des enfants et avoir été élevé par des fantômes. Ce serait quand même intéressant, mais pour le moment, il n'y a pas d'avancement. Beetlejuice 2, c'est encore en développement. Il y a un remake de Dirty Dancing qui, je dois l'avouer, est un film que j'adore beaucoup. Même si je suis un gros geek, j'adore ce genre de films-là, les vieux films classiques, ça m'intéresse énormément. Puis même si vous êtes un gars full viril, allez voir le film Dirty Dancing. C'est un film qui est très bien fait, qui est très bien dirigé. Les acteurs font des performances magnifiques à l'intérieur de ce film-là. C'est vraiment un film complet qui a pas de lacunes, je pourrais dire. Il n'y a pas de grosses lacunes dans le film. C'est une histoire merveilleuse. Donc, il va y avoir un remake qui va être fait de Dirty Dancing et il y a plusieurs personnes qui ont été... le casting a été annoncé. Puis je voulais jaser un petit peu justement des différentes personnes qui vont prendre des rôles à l'intérieur de Dirty Dancing. Le rôle de bébé qui était joué à l'époque par une actrice qui est très bonne, je me rappelle plus c'est quoi son nom exactement, mais qui ressemble plus à ça pantoute aujourd'hui à cause de maintes chirurgies plastiques, mais elle était très cute dans le film. C'est Abigail Breslin qui va prendre le rôle de bébé. C'est vraiment très loin de ce qu'originellement le film était, puis je vois pas Abigail Breslin faire une très bonne job pour le rôle de bébé, qui est un peu l'adolescente naïve, qui a des rêves un petit peu plus gros que la réalité, puis qui essaie comment je pourrais dire ça, qui essaie d'accomplir une romance d'été parfaite qui arrive éventuellement. Je vois mal Abigail Breslin nous donner une très bonne interprétation de ça. Oui, elle joue l'adolescente torturée très bien, mais le côté un peu fofolle, rêverie, je pense pas qu'elle soit capable de faire une super bonne job à ce niveau-là. C'est une actrice qui est encore très jeune, bien sûr, je vais y laisser sa chance, mais il faut vraiment qu'elle soit sur la coche pour que j'aime le rôle. Celui qui va bien sûr remplacer Johnny, le personnage iconique de Patrick Swayze, c'est Colt Pratt. C'est pas un super bon acteur, c'est un très bon danseur. Je n'aime pas vraiment le choix. Je crois qu'on devrait y aller avec quelqu'un de très iconique dans la chanson, de quelqu'un de très iconique aussi dans le monde de la danse pour vraiment faire une bonne job de ce côté-là. Patrick Swayze avait fait de quoi de magnifique. Je comprends mal le choix de casting
casting pour ce rôle-là. Selon moi, c'est juste un beau gars qui est capable de bien danser. Mais Patrick Swayze avait tellement amené autre chose au rôle, je crois que je vais être déçu de ce côté-là. Il y a Sarah Hyland qui va jouer Lisa. Lisa, c'est la sœur de bébé. Ça me dérange pas de ce côté-là. J'ai vraiment aucune attente pour ce rôle-là, ce choix de casting-là. Nicole Scherzinger va jouer Penny. Penny, c'est celle qui tombe enceinte dans le film. Je déteste le choix. C'est vraiment, selon moi, une mauvaise actrice et un mauvais rôle. Ça va être merdique. Il y a Deborah Messing qui va jouer Marjorie Houseman, qui est la mère de bébé. Ça, c'est un choix parfait. C'est une très bonne actrice qui est capable de jouer parfaitement ce rôle-là. Elle est un petit peu plus jeune que à quoi je m'attendais, mais tout le casting en général est beaucoup plus jeune que ce qu'on a vu dans le film à l'origine, donc ça m'étonne pas vraiment, mais de ce côté-là, je pense que le rôle va être très bien joué. Donc laissez-moi savoir ce que vous pensez de ces différents acteurs-là. Il a pas été annoncé encore ça va être qui, le papa de Baby. Ça, c'est un rôle qui, selon moi, devrait aller à J.K. Simmons. Ce serait mon choix de casting personnel, mais je pense pas que ça va arriver non plus. J.K. Simmons est très loin de ce genre de film-là, mais ça serait un choix parfait, quoique il serait peut-être un petit peu trop vieux pour jouer le mari de Deborah Messing, donc on pourrait peut-être y aller avec quelqu'un genre, je sais pas, Hugh Jackman, Gerald Butler, quelqu'un d'assez cool qui est capable de faire beaucoup de profondeur. Hugh Jackman joue beaucoup dans la profondeur ces dernières années, surtout avec le film Eddie the Eagle, qui est un film magnifique. Je pense qu'il pourrait interpréter de quoi de vraiment un papa de famille un peu capoté, qui serait vraiment, vraiment très bien joué, très bien interprété. Ça vendrait le film énormément en même temps, parce que il y a pas de grand nom qui est associé à ça. Abigail Breslin, c'est l'intégralité du film en ce moment. C'est la plus grosse actrice qui va jouer là-dedans, donc c'est un peu à craindre. Faudrait rajouter un autre nom d'impact. Hugh Jackman, ça serait parfait. Il y a une date de sortie, un logo qui est enfin sorti pour la série Luke Cage de Netflix. Ça va être le 30 septembre. Et oui, on va voir la première saison de Luke Cage le 30 septembre. Je n'ai pas encore vu la deuxième saison de Daredevil. Je ne sais pas s'il fait une apparition, mais ça va être extrêmement lié à l'histoire de Jessica Jones. Donc, ça va être très intéressant. Le logo, c'est exactement dans quoi on devrait aller. C'est un logo de Luke Cage parfait. J'ai une petite œil envers l'acteur qui fait Luke Cage, mais c'est pas nécessairement envers l'acteur directement, parce qu'il joue quand même bien Luke Cage dans la série. J'ai une run contre la manière que les pouvoirs sont interprétés dans les séries de Netflix. En ce moment, Luke Cage, à part pour les quelques trucs de caméra un peu différents, on n'a pas vu grand-chose de ce personnage-là. Puis, il y a quelque chose d'assez fondamental dans le personnage de Luke Cage, c'est qu'est-ce qui est arrivé à ses parents, selon moi. C'est une histoire très intéressante de Luke Cage. J'espère qu'on va explorer ça dans la série, mais ça se peut qu'on touche pas du tout à ça, puis que ça soit réimaginé d'une autre manière. Mais à l'origine, c'est à cause de ses parents que c'est pouvoir. Donc, c'est quelque chose qui serait très intéressant à aller chercher, à aller approfondir là-dessus. En même temps, on a vu beaucoup dans le passé de Jessica Jones, avec la série Jessica Jones. J'aimerais ça qu'on fasse un peu la même chose avec Luke Cage, mais qu'on aille dans une avenue un peu différente. Ça serait vraiment le fun à voir. Donc, je sais pas si c'est ça qui va arriver. Mais bon, Luke Cage, qu'est-ce que vous pensez d'une série Netflix entièrement constituée de Luke Cage et les quelques personnages qui sont autour de lui? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez regarder? C'est officiel, il va y avoir un film Indiana Jones 5 qui va sortir. Je crois que ça va être en 2019. Steven Spielberg va revenir en compagnie d'Harrison Ford pour le futur film d'Indiana Jones. Il y a eu, là, faut tomber dans les explications. Indiana Jones 4, ça a été un succès monétaire et un flop du côté des critiques. Ça a été un très mauvais film. Je ne le veux même pas dans ma tête. Je ne veux même pas y penser. C'était de la grosse merde. Mais il y a plusieurs annonces qui ont été faites par Steven Spielberg et les studios Lucasfilm, comme quoi que Indiana Jones, c'est Harrison Ford. Indiana Jones, ça sera jamais personne d'autre. Mais qui pense à passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Mais Indiana Jones, ça va toujours rester Harrison Ford dans l'univers d'Indiana Jones. Ce que ça veut dire, c'est que
en ce moment, on va avoir des films d'Indiana Jones, mais qui pensent à passer le flambeau à quelqu'un d'autre, puis d'aller dans une autre direction pour faire une suite, si je pourrais dire, à Indiana Jones, une suite dans l'univers d'Indiana Jones, mais ce sera pas nécessairement des films nommés Indiana Jones. Il y a plusieurs mois, même l'année passée, j'avais parlé d'une idée qui, selon moi, serait la meilleure idée à faire avec Indiana Jones et son univers. Ça serait de prendre quelqu'un comme Chris Pratt ou Bradley Cooper pour prendre le flambeau d'Indiana Jones. Là, je parle pas de remplacer le rôle ou de faire en sorte que ça soit son fils ou quelque chose comme ça, mais je parle que Indiana Jones, c'est à la base Dr. Jones. C'est à la base un archéologiste qui va se promener un peu partout puis qui part à l'aventure pour découvrir des artefacts magiques ou des artefacts bibliques, puis qui tombe dans des complots nazis ou des affaires comme ça. C'est quand même très cool. Donc, on prend quelqu'un comme Bradley Cooper ou Chris Pratt pour prendre le flambeau de ça. Indiana Jones, ça reste un professeur qui est maintenant trop vieux pour aller se promener puis aller à la recherche de différents artefacts. Donc, il va rester au bureau localement, il va rester au téléphone ou peu importe. On arrive dans une nouvelle ère de technologie. Indiana Jones est un peu vieillissant. On peut rentrer les cellulaires, on peut rentrer un paquet de trucs technologiques pour faire en sorte qu'Indiana Jones fasse encore partie du film, mais reste éloigné, reste loin de l'action, en passant le flambeau à un plus jeune pour aller sur le terrain. Puis là, ça pourrait se faire très simplement. On a juste à dire qu'Indiana Jones, c'est le mentor de cette personne-là, qui est très intéressé par sa vie puis par tout ce qu'Indiana Jones a fait, puis qui veut avoir la même carrière que lui, donc il va défendre des artefacts, il va à la recherche des artefacts sur le terrain, aidé de Dr. Jones, qui est assis dans son bureau. Ça pourrait, selon moi, très bien fonctionner, puis passer le flambeau assez aisément. Ça serait quelque chose de très cool. Si, par contre, on y va un peu comme dans Indiana Jones 3 avec son père, ou qui va à la recherche de son père, on pourrait faire ça de la même manière. Qu'un des élèves d'Indiana Jones va à la recherche de Dr. Jones, qui est parti chercher un artefact biblique, je sais pas trop où, les tablettes du 11 commandements, qui est parti chercher ça, puis qui a disparu, puis là on a justement l'élève de Dr. Jones qui va à sa recherche. On pourrait faire ça dans le même ton, même affaire. Indiana Jones 3, c'est le meilleur film des Indiana Jones. Je crois que si on répète la même formule, ça pourrait être gagnant, puis on pourrait tomber après ça ensuite avec un nouveau Indy Jones. Peu importe comment vous le nommez, peu importe c'est qui l'acteur, on pourrait ensuite faire Indiana Jones, on pourrait ensuite faire Indiana Jones avec le nouvel acteur, un nouveau nom, mais dans le même univers. Ça serait très winner selon moi. Bref, qu'est-ce que vous pensez d'une suite au film Indiana Jones? Est-ce que vous avez hâte de voir le prochain film en 2019? Ça fait très longtemps que Todd McFarlane, le créateur de la série de BD de Spawn, et celui aussi qui a participé au film de Spawn il y a très longtemps, parle d'un remake, d'un reboot d'un film de Spawn. Ça fait très longtemps que Todd McFarlane parle de ça, et puis ça revient à toutes les 2-3 ans sur le tapis pour dire bon ben on est maintenant prêt à refaire le film, on avance patati patata. Le projet vraiment tous les 2-3 ans revient sur le tapis, puis ça aboutit jamais à rien. Maintenant, est-ce que c'est un addon que ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas parlé du film et que Todd McFarlane va sur sa page Facebook pour annoncer que le projet va de l'avant, qu'on est maintenant à 132 pages de script, qui est quand même énorme parce qu'on y va avec à peu près 1 minute de film par page. Donc, on serait rendu à 132 minutes. Le studio a demandé que ça soit coupé à 120 pages de script maximum. Donc, Todd McFarlane est en train de faire quelques coupures pour descendre ça à 120 pages, de l'original 132 pages. Bien sûr, c'est lui qui écrit le film, parce que c'est lui qui écrit toutes les séries de BD, puis c'est lui qui possède un peu la licence pour faire ce qu'il veut avec ça. Donc, c'est vraiment génial, quoique ça a été passé dans les mains d'autres personnes, mais il veut vraiment recapturer ce qu'il y avait à l'origine. Donc, c'est lui qui s'occupe d'un peu tout dans le projet. Donc on va descendre à 120 pages de script dans les prochains mois, et par la suite, il dit que la prochaine phase, ça va être le casting.
Il y a vraiment aucune idée qui va s'incorporer dans le film. Il y a plusieurs personnages très importants qui devraient prendre place. On parle de Spawn ici en tant que tel. Sa femme, on parle du clown, de la petite fille. Il y a un paquet de personnages, je me rappelle pas des noms exactement, qui vont être castés dans les prochains mois apparemment. Mais comme je vous l'ai dit, à tous les 2-3 ans, Todd McFarlane remet ça sur le tapis. C'est un créateur merveilleux. C'est un homme d'affaires incontournable, mais c'est quelqu'un qui a souvent beaucoup d'ambition avec ses projets et qui est très vocal sur les médias sociaux pour en parler. Mais une fois rendu dans les mains du studio, ça chie souvent. Donc, est-ce qu'on va finalement aboutir à quelque chose avec le projet de Spawn? J'en ai aucune idée. Normalement, quand il fait des annonces dans ce genre-là, ça prend 2-3 mois avant qu'on ait des nouvelles du studio. Donc, je vais vous tenir au courant dans les prochains mois à savoir est-ce que il y a des annonces qui vont être faites par le studio comme quoi que le film de Spawn est vraiment greenlit ou pas. La bande-annonce pour le film Now You See Me 2 est sortie récemment, puis je voulais parler un peu parce que j'avais vraiment... J'étais un peu mitigé à propos du premier film, je l'avais bien aimé, mais ça dépassait pas mes attentes pour le film, donc j'étais quand même un peu déçu, mais je considérais que c'était quand même un film pas si mal. La fin m'avait vraiment... j'avais détesté la fin du film, je trouvais que c'était vraiment une fin minable pour un film qui était quand même pas si mal. Je pense pour ça que j'ai été déçu du film, c'est pas mal à cause de la fin. Donc, les personnages reviennent pour le film Now You See Me 2, qui va être un peu dans la même tangente. C'est les quatre magiciens qui reviennent puis qui se font attaquer par un autre magicien, si je pourrais dire, qui leur lance des défis, puis il faut qu'ils soient à la hauteur du défi, plusieurs trucs de magie. En même temps, c'est un peu un heist movie. C'est la même chose que le premier, je pourrais dire, la même formule, mais on y va avec des trucs différents, des nouveaux personnages aussi qui vont s'intégrer à l'histoire. On parle ici de Daniel Radcliffe qui va jouer un rôle quand même assez important. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que Daniel va faire avec ça, parce que c'est un acteur formidable, selon moi. Vous le connaissez de Harry Potter. Mais depuis, il a fait quelques bons rôles. Il s'est vraiment prouvé en étant un acteur de profondeur qui est capable de jouer sur différentes lignes, puis qui est capable de jouer l'homme confiant comme le jeune Harry Potter, le jeune qui a été torturé dans son enfance et patati patata. Il est capable de jouer les deux lignes très parfaitement. Donc j'ai hâte de voir vraiment ça va être quoi ce personnage-là, un peu arrogant qu'on voit dans la bande-annonce. J'ai vraiment plusieurs attentes pour le film Now You See Me 2. Vous pouvez voir la bande-annonce sur notre chaîne YouTube, si YouTube me permet de la sortir sur notre chaîne. Donc allez voir ça sur notre chaîne YouTube, la bande-annonce de Now You See Me 2. Il y a aussi une bande-annonce miraculeuse, j'ai ri tout le long pour le film Sausage Party, qui est en fin de compte un film où la nourriture prend vie et on se met à la place de la nourriture, ils sont à l'épicerie, ils veulent absolument se faire acheter, c'est leur rêve le plus précieux de se faire acheter pour aller à la maison, mais ils ne savent pas ce qu'on fait à la maison avec la bouffe, on la mange, on la pèle, on la fait cuire, on la met dans notre bouche. Donc, une fois arrivé à la maison, on se rend compte rapidement, la nourriture se rend compte rapidement que c'est affreux, c'est dégueulasse. Ce qui se passe dans la vie, c'est de la merde. Donc, le film Sausage Party, c'est un film complètement fait à l'ordinateur qui va être, selon moi, vraiment génial. Il y a plusieurs personnages qui sont en arrière de ça, plusieurs acteurs de grand renom qui sont en arrière de ça. On parle de Seth Rogen, Danny McBride, Kristen Wiig, Craig Robinson, Jonah Hill, Paul Rudd, Bill Hader, Michael Cera, James Franco, Edward Norton, il y a David Krumholtz, puis Nick Kroll, puis aussi... Salma Hayek, exactement. Donc, cast magnifique en arrière de ça. C'est du monde très drôle, comme du monde qui ont énormément de profondeur. Et, chose à savoir, beaucoup d'expérience dans le fait de voice acting. L'animation est aussi merveilleuse à l'écran. Donc, ça va être très drôle comme film. Puis, si vous pensez que c'est un film pour les enfants, ce n'est pas le cas quand même. C'est un film qui va être quand même assez intense. Côté de langage, côté allusion,
à l'écran, donc amenez pas vos enfants voir ça, téléchargez-le, allez voir ça en salle ou sur iTunes, mais que ça sorte. Si vous avez des enfants, cachez ça très loin d'eux autres, parce que ça risque d'être assez morbide. Si vous faites écouter ça à vos kids, vous êtes de très mauvais parents. Mais allez le voir, ça va être vraiment génial. Ça va être un film qui va me faire penser beaucoup à This Is The End, puis le genre d'humour qu'il y avait dans ce film-là, parce que c'est un peu les mêmes gens qui ont fait This Is The End qui vont faire le film Sausage Party. La bande-annonce va se retrouver sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube, allez voir ça. La bande-annonce pour le film Central Intelligence vient de sortir il y a pas très longtemps. C'est un film avec The Rock, Dwayne Johnson et Kevin Hart. Je dois dire que depuis le début de l'annonce de ce film-là, j'ai une grosse rogne. Je suis contre le film, puis je suis contre le fait que Dwayne Johnson soit jumelé à Kevin Hart pour plusieurs raisons. Je n'aime pas l'acteur Kevin Hart, surtout qui dans les films qu'il a fait récemment. Je me rappelle pas exactement c'est quoi le nom de très mauvais film. Là, il joue le beau-frère d'un policier. C'est vraiment de la merde. C'est un des pires films des dernières années. Je trouve ça dégueulasse et c'est vraiment de la grosse marde. Mais bref, donc Kevin Hart jumelé à Dwayne Johnson, je détestais le concept parce que je n'aime pas Kevin Hart à l'écran. Mais en voyant la bande-annonce, j'ai changé d'idée. Pour la raison que Kevin Hart, c'est un comédien, quelqu'un qui a un humour très particulier. Puis dans ses autres films, c'est toujours lui qui fait les jokes. C'est toujours lui qui est le comic relief, je pourrais dire. C'est toujours lui, le film est basé en entour de lui, puis c'est un film drôle à la Kevin Hart. J'aime pas son humour. Quoique le gars, je l'ai jamais vu en entrevue, je sais pas si c'est un bon dude ou pas. Mais selon la bande-annonce, Kevin Hart va jouer le straight man, puis c'est Dwayne Johnson qui va jouer le comic relief, qui va jouer le gars drôle. Donc, de ce côté-là, j'adore ça. Parce que The Rock, dans tous ses films un peu plus humoristiques, normalement je l'aime bien. Je trouve que c'est un gars qui est quand même très punché, qui a un style d'humour très bon, qui est très versatile, je pourrais dire, puis qui se met un peu partout, tout dépendant à quel type d'âge il s'adresse. Mais dans le film Central Intelligence, Kevin Hart joue le straight man et donne la réplique à Dwayne Johnson qui va faire le punchline. Donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément. En même temps, Dwayne Johnson, le fait que ça soit très bien fait, le CGI au début de la bande-annonce, que Dwayne Johnson, c'est un petit gros qui s'est fait rire de lui puis qui est maintenant un agent de la CIA, c'est vraiment génial. Je trouve ça malade. Selon moi, ça va être un très bon cop flick, je pourrais dire, un très bon film policier humoristique. On devrait voir ce duo-là revenir plusieurs fois à l'écran si le film fait assez d'argent au box-office. Si vous avez aimé la première saison de Better Call Saul et si vous avez aimé surtout la deuxième saison de Better Call Saul qui est en ce moment, je pense, à la télé, j'ai pas écouté encore, il faudrait que je m'attaque à ça parce que c'est une série que j'adore énormément. Mais bon, Better Call Saul est renouvelé pour une 3e saison. En ce moment, selon la tangente, le fil du temps, je pourrais dire, on est rendu à 4 ans avant les événements de Breaking Bad. Parce que Better Call Saul, ça se passe à l'origine 6 ans avant les événements de Breaking Bad. 6 ans avec sa rencontre un peu catastrophique de Walter White. Donc, dans la première saison, ça se passait 6 ans avant. Maintenant, on est rendu à 5 ans avant dans la deuxième saison et c'est renouvelé pour une 3e saison qui va se passer, encore une fois, 3 ans avant Breaking Bad. Donc, il y aura encore 3 saisons potentielles derrière la cravate avant qu'on tourne dans le temps de Breaking Bad et même là, on pourrait continuer plus loin parce que pendant quelques saisons, ça se tient quand même en parallèle, qu'on pourrait tenir les deux en parallèle pendant un petit bout de temps. Tout ça pour dire que Breaking Bad, c'est Better Call Saul, c'est une série magnifique qui est à la hauteur de Breaking Bad. Si vous l'avez pas vu, allez voir la saison, allez voir le show Better Call Saul, c'est vraiment de quoi de magnifique. C'est monstrueusement bon. C'est aussi bon que Breaking Bad, selon moi. C'est par les mêmes créateurs, c'est par Vince Gilligan, le même qui a écrit Breaking Bad, et c'est Peter Gould, encore une fois, qui revient pour le produire, puis qui est co-showrunner, ce qui veut dire que c'est lui qui touche un peu à tout. C'est les mêmes gars qui ont fait Breaking Bad, c'est vraiment magnifique. Je vais m'attaquer à la saison 2 bientôt, je devrais essayer de vous faire une critique là-dessus dans les prochaines semaines, après le déménagement, bien sûr. Donc, Better Call Saul va revenir pour une 3e saison, et on parle d'aller jusqu'à 6.
Mais c'est pas confirmé. C'est juste des discussions. Vince Gilligan a donné l'option d'aller jusqu'à 6 saisons. Pour le moment, la 3e saison est renouvelée. On n'a pas de date de sortie encore, mais ça va sortir sur AMC, comme d'habitude, bien sûr. J.J. Abrams est très vocal ces temps-ci à propos d'une petite un nouvel univers qu'il veut créer, je pourrais dire. L'univers de Half-Life et de Portal. C'est 2 jeux vidéo, Half-Life et Portal, qui se passent dans le même univers avec Aperture Science et je me rappelle pas c'est quoi l'autre compagnie, Black Mesa. Donc c'est 2 compagnies qui existent puis qui jouent un peu les méchants de chaque jeu. Aperture Science pour Portal et Black Mesa pour Half-Life. Donc J.J. Abrams dit qu'il devrait amener ça à la vie dans un nouvel univers créé qui va contenir un peu tout en même temps, puis qui va essayer de partir ça dans les prochains mois, mais qu'en ce moment, il essaye vraiment d'approcher plusieurs studios pour prouver de l'intérêt à ces films-là. Il y a plusieurs choses à savoir, c'est que c'est encore une fois un film tiré d'un jeu vidéo où ce que 2 protagonistes silencieux. C'est crissement pas vendeur pour un studio d'approcher le studio en leur disant ouais ben on a deux jeux magnifiques qui pourraient faire des films malades avec des protagonistes silencieux. Bien sûr, ça cause plusieurs problèmes. J.J. Abrams veut l'approcher différemment. Il veut vraiment l'approcher en étant que oui, on va prendre en compte tout ce qui est dans le jeu, tout ce qui est l'histoire dans le jeu, mais on va aller ailleurs avec ça. On touchera même pas aux protagonistes silencieux, donc on ne verra pas Chell, on ne verra pas non plus le nom de l'autre personnage dans Half-Life, Gordon Freeman, on les verra pas du tout. On va aller complètement ailleurs, puis on va peut-être les voir en arrière de temps en temps, où on va entendre parler d'eux autres, mais l'histoire ne sera pas basée sur eux autres. On va seulement, mettons pour l'exemple de Portal, prendre une base de Portal, l'effet de Portal avec, mettons dans Portal 2, il y a des millions de sujets tests comme Chell qui se font réveiller pour tester des environnements différents. Ben on va prendre ça, Chell va exister encore, mais on va aller complètement ailleurs avec d'autres protagonistes qui vont peut-être croiser Chell au courant de l'histoire, mais on va revoir GLaDOS et tous ces... Ce qui a fait en sorte que Portal soit magnifique en fin de compte. La même chose pour Gordon Freeman. On va, mettons, suivre une équipe de Marines qui va croiser Gordon Freeman à certains moments, mais l'histoire ne sera pas basée sur Gordon Freeman. On va suivre d'autres personnes dans le même univers, dans l'univers de Half-Life. Ça pourrait être très intéressant, mais reste encore que il n'y a pas eu à date de très bons films de jeux vidéo. Il y a Warcraft qui s'en vient bientôt. Partez-moi pas là-dessus, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais ouais, ça va être de la merde. Si vous êtes comme moi, vous aimez les vieux films, vous aimez beaucoup les classiques. J'ai parlé un petit peu plus tôt de Dirty Dancing, c'est un classique pour moi. Un autre classique, même si ça se fait très vieillissant, c'est Ben-Hur. J'adore ce film-là. Et on est dans l'ère des remakes, hein, fait qu'ils ont décidé de refaire Ben-Hur. La bande-annonce est sortie, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir ça. Je suis complètement et absolument déçu de la bande-annonce. Ben-Hur, ce que c'est à l'origine, c'est malade mental. C'est un jeune homme qui se fait embourber dans une histoire épique. Il devient gladiateur. Ben, c'est pas gladiateur, là, mais il devient chauffeur de chariot pour des courses. Bref, c'est malade mental. C'est vraiment quelque chose de... allez voir le classique, je vous le recommande fortement. Vous allez un peu redécouvrir ce que c'était le cinéma à l'origine. Puis les bases fondamentales du cinéma sont respectées dans le film Ben-Hur à l'origine. Donc... dans le remake, c'est pas le cas. On a un paquet d'acteurs merveilleux, dont Toby Kebbell, que je commence à douter de ses capacités d'acteur. Il est capable de donner des très bonnes performances, mais je pense comme plusieurs acteurs fait de très mauvais choix. Il y a Morgan Freeman qui joue aussi une partie, on le voit dans tous les films récemment, il joue le même Christy de personnage qu'on voit dans toutes ces calices de films, puis je suis vraiment tanné de le voir, c'est un acteur merveilleux. Refait un film comme Bucket List, s'il vous plaît, puis lâche-moi les petits rôles à la transcendance puis à la Ben-Hur.
Mais il y a Jack Houston aussi, qui est un acteur dont je me calisse, qui joue dans ce film-là. Il y a pas qu'un d'acteurs qu'on s'en fout un peu. Toby Kebbell puis Morgan Freeman, c'est les deux acteurs les plus prononcés, les plus importants, je pourrais dire. Puis ils jouent même pas des rôles intéressants. Le film est bourré de CGI puis de séquences d'action mal faites hollywoodiennes à la fucking Michael Bay, la caméra shake puis tout. Ça a l'air très mauvais. Ben Hur, à la base, c'est un film qui est très basé sur le personnage Ben Hur, Judah Ben Hur, qui est un personnage très torturé puis qui essaie de se sortir de la merde. Puis qui décide d'y aller par force et courage, puis de confronter le monde en entier, je pourrais dire, pour surpasser je veux pas vous donner le punch film, pour surpasser toute l'adversité à travers quoi il passe. Bref, c'est vraiment merveilleux, puis ça se passe vraiment, c'est centralisé alentour des acteurs puis de la performance, puis c'est un film qui est vraiment bon selon moi. Là, le remake, le reboot, ça se passe entièrement sur l'action, les séquences d'action qu'il y a dans les chariots. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment mal fait, selon moi. La bande-annonce, ça nous montre toutes les raisons pourquoi on ne devrait pas aller voir le film. Ils ont tourné ça à la epic blockbuster, sortie de l'été, film qu'on se rappellera plus dans 2 ans. C'est vraiment de la grosse merde. Je n'irai même pas le voir en salle parce que je veux pas encourager ce genre de film-là. Ça va sortir cet été, je me rappelle plus exactement quelle date, mais ça a l'air vraiment merdique. On parle du 12 août, je viens de trouver la date. Donc, Ben Hur, êtes-vous pour les remakes des grands classiques du cinéma, genre Ben Hur, ou êtes-vous contre les remakes du grand classique? Pour le moment, il y a rien pour justifier un remake de Ben Hur. On l'a fait, pis ça a l'air merdique. Un autre remake, quand même assez important, qui a été fait, c'est le remake de Tarzan. Là, il y a plusieurs choses à noter sur le film de Tarzan. Tarzan est joué par Alexander Skarsgård, qui est un acteur très bon. Le film est dirigé par, je me rappelle pas de son nom, mais c'est celui qui fait en ce moment Fantastic Beasts and Where to Find Them. C'est lui qui dirige le film. Tarzan, c'est une épopée classique encore une fois. On le refait à toutes les quelques années. En ce moment, Tarzan, c'est un film qui est supposé d'être sorti, ça fait longtemps. La raison pourquoi il est pas sorti, c'est que le directeur, celui qui a dirigé plusieurs films d'Harry Potter et qui a eu un très grand succès, qui s'est fait découvrir par les films d'Harry Potter, a décidé de diriger Tarzan après les films Harry Potter et c'est parti sur ce projet-là. Après un bout de temps, le studio leur a dit, on va faire un film Fantastic Beasts and Where to Find Them, puis on veut que tu travailles sur ce film-là, principalement parce que tu as eu beaucoup de succès dans l'univers d'Harry Potter, qui est un univers, je le répète, très magique, très fantastique, où ce directeur-là a vraiment pu mettre son grain de sel, sa touche, puis il va chercher de quoi de parfait. C'est un gars qui est parfaitement adapté pour des univers un peu plus fantastiques avec la magie. En ce moment, il a été enlevé du projet de Tarzan, puis il travaille énormément. Il travaille seulement les fins de semaine sur son projet Tarzan. Le film a été tourné en entier, puis maintenant, c'est juste le editing, le post-production avec les scènes de CGI, puis tout ce qu'on va mettre en arrière de ça. Il travaille là-dessus la fin de semaine, donne ses directives aux gens la fin de semaine par courriel et par note. Les gens travaillent là-dessus durant la semaine. Puis, durant la semaine, lui, s'en va travailler sur le film Fantastic Beasts and Where to Find Them, qui est en tournage en ce moment. Donc, le film Tarzan, ça fait plusieurs mois qu'il est supposé d'être sorti. Puis, on a fait plusieurs test screenings à travers ces différents mois pour essayer de savoir, on travaille plus sur quoi, c'est quoi le feedback du public sur le film Tarzan. Le feedback est merdique. C'est un film apparemment mauvais à la base. La manière que ça a été tourné, c'est pas si pire, mais c'est vraiment tout ce qui se passe en post-production, le CGI, la manière d'éditer, la manière qu'on raconte le film, apparemment, c'est très mauvais. C'est pas que c'est pas beau. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est que le film a pas d'intérêt, je pourrais dire à la base. On fait quelque chose avec l'histoire originale de Tarzan, mais on n'amène pas quelque chose de nouveau. C'est juste Tarzan avec un paquet de CGI puis un paquet d'actions pas nécessaires à l'histoire de Tarzan. Mais je commence à découvrir que c'est pas vraiment
de la faute du directeur. C'est pas non plus que Tarzan c'est une histoire poche, c'est vraiment qu'on a choisi le mauvais directeur au fait de studio pour que Warner Brothers, soit dit en passant, pour y aller avec ce film-là. On a choisi un gars qui fait du magique, qui fait du fantastique et le rend très bien. Mais Tarzan, c'est pas un film magique ni fantastique, c'est un film qui devrait être très brutal selon moi, ou très ancré dans la réalité. Un peu comme The Jungle Book le fait en ce moment. Mais en ce moment, avec le film Tarzan, on s'en va plus vers quelque chose de Jumanji, quelque chose d'un peu plus... Oui, tout le monde saute partout. Les scènes de CGI puis Tarzan qui se promène d'une liane en liane, c'est vraiment éclaté. Je serais plus intéressant dans la bande-annonce que je vais mettre sur la chaîne YouTube. Le petit bout au début où le père de Tarzan parle, c'est crissement plus intéressant, ce bout d'histoire-là, que tout ce qu'on voit dans le restant de la bande-annonce. Bien sûr, il y a plusieurs acteurs d'importance dans ce film-là. Alexander Skarsgård, qui est un acteur magnifique. Christopher Waltz, qui est un acteur magnifique. On a Djimon Hounsou, qui est un acteur magnifique. On a Margot Robbie, qui vraiment... en ce moment est super hot, puis qui fait des très bons films, puis on découvre que c'est une actrice magnifique, puis il y a Samuel L. Jackson aussi qui joue là-dedans. Donc c'est un paquet d'acteurs, un film avec une histoire classique qui est vraiment kick-ass, puis qui pourrait être groundé dans la réalité, puis serait vraiment merveilleux, mais on a rajouté un paquet de CGI, puis de scènes d'action, puis de gars en chest pour vendre le film. Puis on a pris un directeur qui est habitué de faire de la magie puis de la fantaisie pour faire un film qui devrait être un peu plus grounded que ça. Donc, je pense qu'on a fait certaines mauvaises décisions sur le film Tarzan. On entend les critiques, on entend les résultats des test screenings, puis c'est vraiment mauvais. Les réactions sont plus que mauvaises. Donc le film Tarzan va sortir, je me rappelle pas de la date exacte, je devrais vraiment sortir mon petit calepin de date, mais malheureusement je suis en déménagement, donc le carnet de date est serré, mais je crois que c'est au mois de juillet. La bande-annonce va être sur la chaîne YouTube de Popcorn, mais ça s'annonce à être très mauvais. Les directeurs Anthony et Joe Russo, ceux qui dirigent en ce moment, qui ont fini de diriger le film Civil War, qui va sortir, Captain America Civil War, qui va sortir bientôt sur nos écrans. Donc, Anthony et Joe Russo ont dit que Iron Man, Robert Downey Jr., comme on le connaît, une fois que Robert Downey Jr. va avoir fini avec le rôle d'Iron Man et ne voudra pas renouveler son contrat, ne voudra plus jouer Iron Man, on va enlever Iron Man du MCU, de la Marvel Cinematic Universe, et on ne prendra pas personne pour remplacer Iron Man, à cause que Robert Downey Jr. a fait un rôle, a interprété le personnage d'une manière tellement iconique et parfaite que personne ne pourra remplacer Iron Man, Robert Downey Jr., Tony Stark. J'ai dit tous les noms. Vous comprenez très bien. Donc, par contre, ils ont déjà commencé à penser à une façon de combler ce vide-là une fois que Robert Downey Jr. va partir de la MCU. Donc, Anthony et Joe Russo ont trouvé le moyen, en fin de compte, de se départir d'Iron Man sans affecter le restant de la MCU et de garder l'intérêt très présent à l'intérieur de la MCU. Et tout ça commence avec Spider-Man, qui est même pas, en fin de compte, fait même pas partie de Marvel. Ben oui, il fait partie de Marvel, mais il fait pas partie de Disney, il fait partie du même univers, mais c'est un contrat signé avec Sony. On retombera pas là-dedans. Donc, les premiers pas s'en vont avec Spider-Man. On va, au cours des prochaines années, après Infinity War, commencer à rajeunir les personnages. Là, je dis pas qu'à l'écran, ils vont faire en sorte que les personnages seront plus jeunes, mais après les événements d'Infinity War, on va commencer à ramener des personnages de la BD différents, avec un cast un peu plus jeune. Puis on va commencer à rafraîchir la MCU pour commencer à laisser partir certains personnages, dont Robert Downey Jr., Black Widow, Mark Ruffalo, Captain America, Chris Evans. On va commencer à se départir de ces personnages-là parce que les contrats vont venir à terme bientôt. Et si les acteurs ne sont pas intéressés à renouveler le contrat, on va pas essayer de remplir ces rôles-là avec d'autres acteurs. On va se départir de ces personnages-là, puis on va ramener d'autres personnages à l'intérieur de la MCU. C'est un plan qui commence avec Spider-Man, qui va être
un peu la face de la MCU dans les prochaines années avec les différents films de Sony puis Infinity War qui vont rentrer. Spider-Man va prendre une grande partie de ça. Puis on va un peu tâter la réaction du public face à Spider-Man. Si ça se passe bien, on va mettre ce plan-là en marche. Si ça se passe pas bien, on va ébaucher d'autres possibilités, je pourrais dire, pour continuer la MCU. Mais la MCU, ça a été annoncé il y a très longtemps par différentes têtes de production à l'intérieur de Marvel et de Disney, comme quoi que c'est un projet qui ne se terminera jamais. On va toujours travailler maintenant sur l'univers de Marvel, comme on le fait avec Star Wars. On fermera jamais les livres, il y aura jamais de finalité. On va toujours continuer à faire des films dessus. Tant que c'est rentable, on va le faire, et ça va toujours être rentable. Donc, il y aura jamais de fin à la MCU, puis on donne déjà un plan pour justement remplacer les personnages déjà existants dans la MCU, le cast d'Avengers qu'on a en ce moment. Il y a un plan qui est élaboré pour les remplacer. Laissez-nous savoir quel personnage vous verriez prendre place dans la MCU au lieu du cast des Avengers qu'on connaît en ce moment, de Hulk, Hawkeye, Black Widow, Captain America et tout ça. Quel personnage qu'on pourrait ramener qui serait plus jeune aussi, pour un peu faire la même chose, parce que là, Chris Evans a signé un contrat de 9 ans. Robert Downey Jr., ça fait maintenant, je pense, presque 10 ans qu'il joue le rôle, si c'est pas un peu plus. Donc, ça commence à faire pas mal de temps. Qui vous verriez rester une dizaine d'années dans la MCU? Quel personnage qu'on pourrait incarner? Qu'on pourrait rentrer dans le cast des Avengers pour continuer cette série-là? Laissez-nous un commentaire. Stephen Delany a avoué, c'est lui qui joue Stannis Baratheon dans la série Game of Thrones, qui est maintenant décédé. C'est ce qu'on dit, en tout cas, le personnage de Stannis Baratheon est mort. J'en doute un peu, mais on verra comment ça se passe dans la prochaine saison. Donc, l'acteur Stephen Delany confirme que dans toute sa carrière d'acteur, depuis le temps qu'il fait ça fait très longtemps qu'il fait ça en plus, c'est le pire rôle qu'il a eu de toute sa vie. C'est le rôle, puis là je dis pas qu'il y a eu une mauvaise expérience sur le plateau, parce que il nous assure que la gang de production avec qui il travaille, c'est une des meilleures gangs de production qu'il a rencontré de sa vie. Les autres acteurs sont merveilleux, il y a eu beaucoup de plaisir sur le plateau, mais il parle de son personnage en tant que tel et de l'histoire de Game of Thrones. Il avoue qu'il comprend pas pourquoi il y a tant d'engouement à Game of Thrones et qu'il n'aime pas Game of Thrones à la base. Il aime pas ce genre d'histoire-là un peu trop complexe, un peu trop poussé, puis qu'il déteste son personnage à la base. Il trouve que c'est un personnage qui est pas très intéressant à jouer, puis quand il a commencé à jouer là, il pensait pas mal plus au chèque de paye que d'autres choses quand il a commencé à jouer cette année, il y a plusieurs années. Il avoue que son expérience a été un peu pas erroné, mais que son expérience a été mauvaise au départ parce qu'il jouait avec 2-3 acteurs sur une île séparée. Il faisait pas vraiment partie de tout ce qui se passait sur le mainland, son personnage, je pense, qui était vraiment séparé, puis qui jouait souvent des scènes avec 2-3 personnages maximum qui débattaient de choses qu'ils comprenaient pas vraiment parce qu'ils pouvaient pas suivre tout le restant de l'histoire. Que la meilleure expérience qu'il y a eu sur Game of Thrones, ça s'est fait récemment quand il était au Castle Black avec un paquet d'acteurs puis qui comprenaient un peu plus c'est quoi l'importance de son personnage dans l'univers, qui a essayé d'écouter Game of Thrones à plusieurs reprises mais qui déteste vraiment son personnage et l'interprétation qu'il a fait de son personnage. Il dit que mieux le comprendre, il pourrait faire de quoi de mieux, mais qu'il déteste l'interprétation qu'il en fait, puis qu'il a de la misère à regarder Game of Thrones pour ne pas se voir à l'écran. Donc, c'est une annonce qui est quand même assez... qui est pas importante, mais ça amène un sujet vraiment à débattre, puis je voulais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous croyez que... c'est une bonne chose pour un acteur d'avouer ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que ce commentaire-là pourrait mettre fin à sa carrière, même si c'est rattrapé plus tard en disant dans l'entrevue que tout était magnifique, que le cast était magnifique, puis qu'il avait aimé travailler avec eux autres, mais qu'il comprenait pas son personnage. Pensez-vous que ça pourrait mettre fin à sa carrière? Pensez-vous que c'est des commentaires... Parce qu'on entend rarement des gens parler de ça, puis rarement des acteurs qui vont avouer avoir détesté certains rôles. Il y a plusieurs personnes qui disent que justement la carrière de Stephen Delany à la télévision serait terminée à cause de ça, puis qu'il serait un peu banni de HBO.
qui en ce moment, c'est ceux qui font Game of Thrones, qui sera un peu banni, puis que jamais il va avoir de contrat avec HBO ou plusieurs séries télé comme ça. Donc, j'aimerais votre opinion. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que les acteurs devraient être plus honnêtes avec leur expérience de travail, ou ça devrait rester un peu caché dans les mains du studio? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus, ou est-ce qu'on s'en fout complètement? J'ai dit que j'allais en parler, je vais en parler. Il y a le dernier spot télé qui est sorti pour le film World of Warcraft, qui est simplement intitulé Warcraft. C'est pas World of Warcraft, c'est Warcraft. Et malheureusement, ça confirme fortement ce que je pensais. Ça va être un film de merde. Ça va être de la grosse merde. C'est confirmé, c'est un film qui a juste du CGI, puis c'est la seule attrait qu'il va avoir. On n'a même pas essayé de pousser ça plus loin. Allez voir la bande-annonce sur notre chaîne YouTube. Vous allez la trouver facilement. Mais Warcraft, c'est vraiment un film de merde. Puis justement, ce que je voulais dire, c'est que vous avez un peu, c'est la tangente de la journée, je pourrais dire, des dernières annonces. Les films qui sont basés entièrement sur les scènes d'action, sur ce qui est le fun à voir, puis ce qui est pas intéressant, mais tu sais, qui nous pousse à aller voir ces films-là, c'est souvent les scènes d'action, les scènes incroyables, c'est l'effet Mission Impossible, rendu au 6e film, je pense, là-dessus. On va pas voir le film pour Tom Cruise, on va pas voir le film pour l'intrigue, parce que c'est assez poche comme intrigue, mais on va voir le film pour la scène où ce qui se colle après l'avion, puis oh my god, tu ça en bande-annonce, ça va être malade. Donc c'est un peu le wow factor. Puis en ce moment, Warcraft mise à 100% là-dessus. Tout ce qu'on voit, c'est des scènes d'action, on comprend pas c'est qui les protagonistes, ni qu'est-ce qu'ils font là. Il y a aucun attrait à part le gros CGI dans ta face. Tu vas voir, tu vas sortir de là le ventre plein, ça va être malade. Il y a très peu de films qui font des succès avec ce genre de formule-là. Il y a Fast and Furious, il y a Mission Impossible, mais à part de ça, il y a presque aucun film qui font vraiment un grand succès là-dessus. Puis là, on étire la sauce de Mission Impossible, Fast and Furious, on est rendu au 6, 7, 8e. C'est des films on étire l'élastique, puis ça va finir par nous péter d'en face, puis on n'en fera plus. La même affaire avec Transformers, c'est des films qui, malheureusement, font beaucoup d'argent, mais qui sont vraiment à la base mauvais. J'avoue que j'adore Fast and Furious parce que le film c'est juste mauvais. Mais c'est bon en même temps, c'est tellement mauvais que c'est bon. Est-ce que Warcraft va remplir la même mission, ça va être tellement mauvais que ça va être bon? J'en doute, je pense que ça va juste être mauvais. J'aimerais avoir votre opinion sur le film et les bandes annonces de Warcraft. J'ai parlé un peu plus tôt de Anthony et Joe Russo qui ont aussi fait une deuxième annonce sur le film Ghostbusters 2.0 qu'elle a appelé ça. Ghostbusters 2.0, c'était le projet qui allait suivre le film de Ghostbusters qui va sortir prochainement. C'était Joe et Anthony Russo qui étaient supposés de prendre l'équipe de Ghostbusters et en refaire un cast masculin. Avec des gens comme Channing Tatum et 2-3 autres personnes qui avaient en tête, dont Chris Pratt et peut-être même Bradley Cooper, qui voulaient refaire un film à la Ghostbusters avec un cast masculin qui allait un peu faire compétition à l'équipe féminine de Ghostbusters qui se passerait dans le même univers. En fin de compte, ce serait une deuxième compagnie, Ghostbusters 2.0, qui se partirait une nouvelle génération, puis en même temps, c'est revenu des gars comme c'était à l'origine, patati patata, pardon. Donc, Anthony et Joe Russo sont sortis récemment pour dire que it's a no-go, on ne fera pas le projet, on met ça au vidange et ça n'existe plus. L'excuse qu'ils donnent, c'est qu'ils disent que depuis qu'ils ont pris le projet Infinity War, qui est les gros films de Marvel, il avait sous-estimé l'importance du projet et qu'il n'y a plus de place à l'horaire pour faire le film Ghostbusters 2.0. Ça, c'est l'excuse qu'on dit publiquement à travers une belle lettre tout bien signée des deux directeurs envoyée à la presse. Pas d'entrevue, pas rien, c'est vraiment juste ça qu'on dit. Ce que c'est par contre, là, faut lire entre les lignes, puis il y a pas personne qui en parle, pas vraiment beaucoup de monde, mais je veux pas partir de rumeurs non plus. Mais si on lit entre les lignes, c'est vraiment face à la réaction des bandes annonces de Ghostbusters avec l'équipe féminine. Puis je blâme pas que ce soit une équipe féminine. Je suis pas parti dans une ligne de bashing des femmes, là. Pétez pas votre coche là-dessus, là. Tout ce que c'est le cast est féminin.
Puis c'est plus facile de dire Ghostbusters avec le cast des filles. Mais avec les réactions pour les bandes annonces, puis les test screenings qu'il y a eu pour le film Ghostbusters qui sont en ce moment très mauvaises. La bande-annonce va être à chier. La bande-annonce est à chier, le film va être à chier. Ils se sont trompés à la base dans le film Ghostbusters, mais ça, je vais en faire une vidéo complètement différente une fois que je vais être installé. Tout ça pour dire que le film, après les réactions de la bande-annonce de Ghostbusters et les test screenings, on a décidé de laisser tomber l'univers, puis qu'on va peut-être continuer à faire des films comiques de Ghostbusters avec les filles, puis on va peut-être rentrer des gars de temps en temps là-dedans, puis on continue à faire des ça va être drôle, mais on n'ira pas de l'avant avec une deuxième équipe pour essayer d'agrandir l'univers de Ghostbusters. Anthony et Joe Russo ne veulent même plus toucher au projet. Comme je dis, ça c'est juste moi ce que je lis entre les lignes. Selon moi, c'est ça. Parce qu'une annonce très officielle, comme quoi que on a juste plus de temps à l'horaire soudainement, ça fait longtemps qu'on est attaché à Infinity War, mais c'est maintenant qu'on se rend compte que on a plus le temps. C'est de la bullshit, c'est l'excuse facile à donner aux gens du public pour dire que le projet n'ira pas de l'avant. Mais ça prouve fortement que Ghostbusters en ce moment, ça va être un flop monumental. Il y a la bande-annonce pour le film de Netflix de Do-Over qui vient de sortir sur le web. Je vais la mettre sur la chaîne YouTube. On parle ici d'un film de Adam Sandler qui fait partie d'un de ses 6 films de contrat avec Netflix, parce que Adam Sandler a signé un contrat comme quoi qu'il allait faire 8 films Netflix. 6 films qui vont sur Netflix directement, pardon. Puis là, on est rendu à son deuxième, le premier étant The Ridiculous Six, qui était vraiment fucking mauvais et raciste. Mais bon, on est rendu au deuxième film de Do-Over. Cette fois-ci, on va vers un film policier un petit peu différent. Je dois dire que pour un film d'Adam Sandler, je suis un peu étonné à quel point j'ai de l'air d'avoir du fun dans la bande-annonce. La bande-annonce était pas si mal que ça. C'était avec David Spade. C'était quand même comique. C'était correct. Ça va être mauvais comme film, là. C'est un film d'Adam Sandler, là. Prenez pas au mot que M. Poffret, a dit que ça va être magnifique. Adam Sandler est un acteur merveilleux. Non, c'est pas le cas. Ça va être un film de merde, mais ça va être de très loin mieux que The Ridiculous Six, selon moi. Ça va être un film qui va être beaucoup plus comique, puis qui va être beaucoup plus dans la branche d'Adam Sandler que ce qu'il a fait auparavant. En même temps, c'est un acteur qui est un peu en train de mourir. Mais ça, je pourrais vous l'expliquer plus longuement pourquoi la carrière d'Adam Sandler est vers le déclin. Ben ça, tout le monde est au courant, là, mais vous l'expliquer pour que tout le monde le comprenne bien, je pense que ce serait faisable. Bref, The Do-Over, allez voir ça sur notre chaîne YouTube. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous pensez du film, la bande-annonce de Do-Over, et qu'est-ce que vous attendez à un film comme ça. Et si vous saviez qu'Adam Sandler va faire 4 autres films avec Netflix dans le même ton durant les prochaines années. Après l'échec monumental de Terminator Genesis, Arnold Schwarzenegger confirme qu'il va y avoir un Terminator 6 qui va se faire dans les prochaines années et que Schwarzenegger va revenir en tant que tel pour rejouer son rôle de Terminator. C'est un peu farfelu. Terminator Genesis, ça avait fait au box-office 440 millions, qui est pas énorme, surtout que le film a coûté pas loin de, je pense, 250-300 millions. Bref, le film a pas fait tant d'argent que ça. Et avait été bâché fortement par la critique. C'est un film quand même assez de marde. Là, on parlerait de, pas un reboot, d'une continuité, mais d'une espèce de spin-off. On parlerait de l'histoire d'origine du Terminator, ce qui veut dire le dude à la base qu'on a copié-collé pour créer des Terminators. Ça serait cette histoire-là qu'on raconterait. C'est un petit peu bizarre, Schwarzenegger, qui est un acteur très vieillissant, qui confirme et back un film Terminator 6. Selon moi, il a peut-être pas pris ses pilules ce matin-là, je sais pas, mais bref, on parle d'un film Terminator 6 dans les prochaines années. Schwarzenegger back le projet, on dit qu'on est en discussion avec le studio.
Il y avait à la base une nouvelle trilogie qui était en développement, qui était supposée de continuer l'histoire de Terminator Genesis, qui était supposée de sortir en 2017, qui était Terminator Genesis 2, je pourrais dire, ou juste Genesis 2, je me rappelle plus exactement le titre du film, mais ça a été enlevé de la liste de sortie du studio récemment, il y a quelques mois, je pense. Donc ce n'est plus dans les plans, on s'en va vers autre chose, je sais même pas si ça va s'appeler Terminator, mais bref, Terminator 6, un autre en branche, Schwarzenegger va revenir. C'est une bonne idée? Peter Serafinowicz, c'est un nom compliqué, va interpréter The Thick dans le reboot de la série The Thick. Ça avait été interprété par Patrick Warburton il y a un petit bout de temps. Peter Serafinowicz, c'est vous le reconnaissez dans Les Gardiens de la Galaxie. Certains autres films comme ça, il y en a plusieurs là. C'est un petit peu compliqué. C'est pas un acteur qui a vraiment la vedette dans les films, mais il joue le gars d'à côté très bien. Il joue un très bon voisin. C'est un gars qui est très bon pour ça. Ben, en ce moment, j'essaie de sortir la liste des films qu'il fait. Il a fait Gardien de la Galaxie, il a joué dans Spy, il a joué dans Shaun of the Dead, il faisait le coloc. Il a apparemment joué dans Star Wars épisode 1. Comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de choses à son actif qu'on pourrait faire. Ah, c'est lui le dude qui a fait ça. Mais il a fait plusieurs films, il a travaillé dans plusieurs projets. C'est un gars qui est très drôle, qui a un humour un petit peu particulier, mais qui, selon moi, va faire un très bon The Thick. Faut quand même qu'il clenche Patrick Warburton, pis ça va être très dur à faire parce que Patrick Warburton, c'est The Thick. C'est le même gars. Il a le même humour. Avant de faire The Thick, c'était The Thick. Donc là, on s'attaque à quelque chose d'un petit peu différent. Il va falloir aller peut-être approcher le projet différemment. Mais ça va être très dur pour Peter Serafinowicz de s'attaquer au projet puis de l'interpréter d'une manière qui va surclasser Patrick Warburton. Mais en arrière de ça, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a Griffin Newman qui va jouer Arthur, qui est le sidekick, qui est un moth, une bébête à poil avec des ailes, qui va jouer le sidekick de The Thick. Griffin Newman a pas fait grand chose dans sa vie, mais il y a le casting idéal. Je le reconnais pas de rien. Je me rappelle même pas l'avoir vu jouer à l'écran. On me dit que c'était un acteur qui était quand même très bon. Je sais pas s'il y a une tangente un peu humoristique, mais ça va prendre quelque chose de très fort pour accoter ça. En fait, le casting, je dirais que c'est pas des super bonnes nouvelles en ce moment. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Le projet est en développement avec Fox. On va voir vraiment ce que ça donne dans les prochains mois. Il devrait y avoir plusieurs annonces qui vont être faites pour la série The Thick, qui est maintenant rendue par, soit dit en passant, ça va être une des premières séries qui va être sortie par Amazon. Fox back la série, mais c'est Amazon qui va produire la série. Donc, on verra bien ce que ça donne, je vous tiens au courant. J'ai rien à dire là-dessus, mais le logo de Lego Batman Movie vient de sortir sur Internet. Il est fucking nice. La bande-annonce pour le film de Mark Wahlberg, Deepwater Horizon, est sortie sur le net. Vous pouvez aller voir sur notre page, notre chaîne YouTube, si ça nous le permet. Si YouTube nous le permet. C'est un film de catastrophe pétrolière. Ça risque d'être, selon la bande-annonce, malade mental comme film. Et c'est un film de catastrophe, pas naturel catastrophe, juste un film de catastrophe. Je passe pas des bonnes affaires. Mais de la manière que la bande-annonce est montée, je voulais absolument faire un heads-up au gars qui a fait la bande-annonce. Mais quel bon job, man! T'es en feu cette journée-là, c'est malade mental. C'est une des meilleures bandes-annonces que j'ai vues depuis très longtemps. C'est sûr et certain que je vais aller voir le film, je vais même pas voir autre chose. Montrez-moi la bande-annonce pendant 2 heures, ça va être fou. La bande-annonce est malade mentale. Ça risque d'être un très bon film. Puis il y a quand même vraiment énormément de personnes qui jouent dans ce film-là. Kate Hudson, Gina Rodriguez, Dylan O'Brien, Kurt Russell, John Malkovich, Mark Wahlberg. Ça va être fou, ce film-là. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Je veux vraiment voir le film qui va sortir le 30 septembre. Ça risque d'être non seulement très magnifique à l'écran, mais ça risque d'être très fort comme film. C'est dirigé, soit dit en passant, par le même gars qui a fait The Perfect Storm, qui est un très bon film, Peter Berg.
Ça va être fou, ça va être vraiment malade. C'est un directeur qui a joué aussi beaucoup avec Mark Wahlberg dans Lone Survivor et différents films. C'est un gars qui a une touche surréaliste sur les films. Il est capable d'amener les choses réelles beaucoup plus loin puis nous faire ressentir des trucs vraiment malades mentales. Perfect Storm, c'est un film très émouvant, même s'il se passe pas grand chose dans le film. La même chose pour Lone Survivor, c'est un film qui est très punché. C'est vraiment ce qu'il est capable de faire avec les acteurs, c'est merveilleux. J'aurais un petit peu de la misère vite comme ça à vous expliquer exactement le ressentiment, mais un directeur qui est capable de vous mettre à la place à 100% d'un personnage, on voit même plus l'acteur, on voit seulement le personnage, puis qui est capable de nous rentrer dans le pot du personnage à un point tel où quand il y a la chienne, on a la chienne, quand il est heureux, on est heureux. Peter Berg, c'est un gars qui est très magnifique dans le réalisme. C'est un gars, un directeur malade mental. Avec le cast qui est annoncé en plus, John Malkovich, surtout Kurt Russell, ça va être plus que fou. La bande-annonce, allez voir ça. Ça va être malade comme film. Il y a un petit clip qui est sorti, je vais le mettre sur la chaîne YouTube de Shere Khan. L'intro de Shere Khan, je pourrais dire, pour le film de Jungle Book. Et je voulais en parler vite, juste pour ramener mon argument sur le fait que ce film-là va être fou et malade mental. Et c'est la direction qu'on aurait dû prendre avec le film Tarzan. Puis c'est là que Tarzan va se planter, puis que The Jungle Book va faire tout l'argent. Parce qu'ils sont supposés sortir un peu en même temps. The Jungle Book est supposé sortir le 15 avril, c'est pas pantoute vrai. Tarzan va sortir au mois d'août, je crois. Donc, allez voir ce clip-là, ça vous prouve un peu pourquoi le film de Jungle Book va être malade mental. C'est qu'on a pris les performances vocales des acteurs et on a poussé ça un petit peu plus loin. On a fait du CGI pour rendre ça hyper réaliste avec les animaux. Et on voit Shere Khan pour la première fois et c'est un peu effrayant à quel point c'est bien fait. L'amalgame de tout ça, du CGI et du voice acting est tellement bien fait que pendant quelques secondes, on croit réellement... pendant quelques secondes, pendant tout le long de la bande-annonce du petit clip qui est sorti, on croit vraiment que c'est un vrai tigre qu'on voit à l'écran, des vrais loups aussi. C'est un côté de CGI que j'apprécie maintenant puis que j'aimais pas à l'époque parce que la technologie est maintenant rendue assez loin qu'on est capable de recréer la réalité pour donner de quoi de hyper réaliste comme on le voit dans ce clip-là. En arrière de ça, avec une performance vocale de Idris Elba qui est magnifique, je pense que ce film-là, c'est la preuve que ce film-là va être une grosse bombe au box-office. Va pas faire tant d'argent que ça, mais la critique va adorer ce film-là. Malheureusement, il y aura pas tant d'engouement que ça pour un film du genre, donc je pense pas que ça fasse des milliards de dollars, mais c'est un film qui va faire ses frais, puis on va pouvoir faire d'autres films avec ça, puis ça va être un film merveilleux. Je pense pas que ça va gagner des Oscars ou des affaires de même, là. Je suis pas prêt à avancer si loin que ça, mais je pense que ça va être un film qui va vraiment valoir la peine d'aller voir au cinéma. Je vous le conseille fortement pour le moment. Le 15 avril, c'est sûr que je vais voir ça. Il y a une photo qui est sortie sur Entertainment Weekly du cast, si je pourrais dire, de l'ensemble qui va jouer dans le film Wonder Woman. On parle ici de Queen Hippolyta qui va être jouée par Connie Nelson, ce qui est correct. Il va avoir Menalipe qui va être jouée par Lisa Lavin Kingsley, que je ne connais pas. Il va avoir Antiope qui est le général des Amazones, je pourrais dire, qui va être joué par Robin Wright. Je pensais à l'origine que Robin Wright allait jouer Queen Hippolyta, mais ça a l'air que ça va changer. Que ça l'a changé. Connie Nelson va jouer le rôle de Queen Hippolyta. Connie Nelson, parce que je sais pas encore que ça va avoir l'air comme je pourrais dire cast ensemble. Connie Nelson fait une très bonne job en tant qu'actrice, mais Robin Wright la clenche mais 1000 fois. Donc, je suis étonné que Robin Wright soit en fin de compte juste le général puis que Queen Hippolyta soit jouée par Connie Nelson. Mais je pense que, parce que si vous regardez la photo, les 4 personnes, là, il y a aussi Gal Gadot là, qui est Wonder Woman, les 4 personnes ont quand même beaucoup d'importance dans l'histoire puisque c'est les 4 personnes qui sont prédominante, je pourrais dire, puis on voit juste eux autres de toute façon sur la photo. Mais tout ça pour dire, je pense que c'est les 4 personnes qui vont avoir beaucoup d'importance dans le film. Et le fait qu'on mette le général Antiope ou Antiope, je sais pas comment le dire.
J'ai toujours lu dans BD, mais j'ai jamais vraiment prononcé le mot, fait que j'en ai aucune idée. Mais Robin Wright, selon moi, va avoir beaucoup d'importance, puis même va pouvoir peut-être être une traîtresse à l'intérieur de ça pour aller contre Queen Hippolyta, puis devenir un peu la méchante avec Ares puis tout. Ça pourrait être le cas. Ça pourrait être très intéressant. Selon moi, Robin Wright va avoir plus d'importance que Connie Nielsen dans le film. Et je l'espère fortement. Mais bon, le film va se passer il y a très longtemps, au début des Amazones, au début du Conquest de Gal Gadot pour devenir Wonder Woman. Et le film va se terminer avec Gal Gadot qui va s'intégrer dans le monde de tel qu'on le connaît, l'humanité, pour devenir Wonder Woman à la fin du film. Ça va être vraiment un film basé sur les Amazones et le début de Wonder Woman. Donc ça risque d'être fort intéressant. Je suis vraiment content de voir que Robin Wright, en fin de compte, a une très grande place pareil dans le film. J'ai aucune idée par contre pour Lisa Loven-Kongsley, ça va avoir l'air de quoi. Je sais même pas ce qu'elle fait exactement dans ce film-là. Je connais pas l'actrice du tout. Et dernièrement, une photo d'un film que j'attends fortement, Valerian and the City of the Thousand Planets. Un film qui excusez, je suis vraiment dedans. Un film de Luc Besson. J'adore ce gars-là. Je trouve qu'il fait des très bons films. De très mauvais films aussi, mais c'est des très mauvais bons films. C'est un petit peu dur à expliquer. Il a fait de La Femme Nikita, il a fait The Family, The Big Blue, Cinquième élément, Lucy, c'était de la merde. Leon the Professional, qui est vraiment nice. Puis maintenant, il travaille sur Valerian. C'est un film qui va avoir plusieurs acteurs vraiment débiles. On voit sur la photo principalement Dane DeHaan et Cara Delevingne. Qui prennent place. Je suis vraiment surpris du look de Dane DeHaan avec sa petite coupe champignon. Je trouve ça vraiment différent. Luc Besson a toujours une approche vraiment différente dans ses films. Je trouve ça intéressant de voir ça. Cara Delevingne, c'est un look un peu, elle a toujours le même regard sur toutes ces maudites photos. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. C'est une bonne actrice, par contre. C'est une très bonne actrice, mais sur toutes les photos, sur toutes les promos qu'elle fait, elle a toujours le même look. Ça commence à m'énerver. En arrière de ça, on voit bien sûr Luc Besson, qui est en arrière de tout ça. Bref, ça risque d'être assez intéressant comme histoire. Des acteurs aussi qui vont faire partie du projet, qui est quelque chose d'assez intéressant, à savoir Clive Owen, John Goodman, Ethan Hawke, vont faire partie de l'histoire intégralement, vont prendre une grande place dans l'histoire. Tout ça dans un script, un film de Luc Besson, qui vient d'une BD française des années 50 ou 60. Ça va être malade mental. Bref, la première photo est sortie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout pour les Geek News. Comme vous l'avez dit, on s'excuse, la semaine passée, il n'y en a pas eu, donc aujourd'hui, c'était interminable. La semaine prochaine, il va y en avoir un, ça risque d'être un peu plus court, puis je risque d'être pas mal fatigué, parce qu'on déménage ce week-end, le 26 mars. Donc, laissez-nous des commentaires à savoir ce que vous pensez des Geek News sous cette formule, la formule simplement vocale. On va sûrement le continuer comme ça. Laissez-nous savoir aussi qu'est-ce que vous pensez des différents sujets qu'on vous amène sur les Geek News, si ça vous tente qu'on aille un peu plus en profondeur dans le monde du cinéma, de la série télé, et qu'on vous explique peut-être dans des vidéos séparées nos différentes opinions et fondements, puis de comment qu'on voit les choses dans le cinéma et la série télé. Bref, laissez-nous un commentaire, on va vous répondre. On se voit la semaine prochaine.